Bonjour à tous, dans cette vidéo de cours sur les intégrales généralisées, on va se poser la question suivante. Donc, dans le chapitre précédent sur les intégrales de Riemann, on avait étudié la question de l'aire sous la courbe d'une fonction bornée sur un intervalle borné qu'on avait abordé par des subdivisions de l'intervalle. Et sur chaque sous-intervalle, on approximait la fonction par une fonction constante, ce qui nous permettait de nous ramener à des aires de rectangle. Dans ce chapitre, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'on peut calculer l'aire sous la courbe d'une fonction sur un intervalle qui n'est pas borné? Donc par exemple, sur l'intervalle 0 plus l'infini, est-ce que c'est possible de calculer l'intégrale d'une fonction sur tout l'intervalle 0 plus l'infini? Et une autre question à laquelle on pourrait répondre, c'est est-ce qu'on pourrait calculer l'aire sous la courbe d'une fonction qui n'est pas bornée? Donc si j'ai une fonction bornée mais sur un intervalle non borné, ou si j'ai une fonction non bornée sur un intervalle borné, est-ce que je peux, dans ces cas-là, néanmoins, calculer une aire sous la courbe? Par exemple, donc là, une fonction non bornée sur un intervalle borné, ce serait par exemple la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Donc, un exemple de ça, ce serait d'essayer de calculer l'aire sous la courbe de, par exemple, exponentielle moins x sur l'intervalle, je ne sais pas, 0 plus l'infini, par exemple. Sur 0 plus l'infini, la fonction exponentielle moins x est bornée, mais l'intervalle ne l'est pas. Et une fonction non bornée sur un intervalle borné, par exemple, ce serait la fonction, comme je disais, 1 sur x sur un intervalle du type 0 ouvert 1. Donc 1 sur x, elle est définie sur 0 ouvert 1, bien qu'elle ne soit pas définie en 0. Par contre, elle n'est pas bornée sur cet intervalle. Alors, le chapitre va s'organiser en deux parties. La première partie, on va regarder cette question, et la deuxième partie, on va regarder cette question, et on verra qu'en fait, les deux, on va y répondre d'une façon très similaire. Alors, c'est quoi le jeu? Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple, ici, j'ai dessiné la fonction 1 sur x au carré, sur l'ensemble des nombres positifs, et on pourrait se demander, c'est quoi l'aire sous sa courbe entre 1 et plus l'infini. Donc toute cette aire-là, là, que j'ai écrite en rouge, jusqu'à l'infini, est-ce que ça, on peut le calculer? C'est ça qu'on aimerait faire. Alors comment on pourrait s'y prendre? Parce que quand on était sur un intervalle borné, par exemple, pour calculer l'aire sous la courbe de f entre 1 et 2, voilà, 2, ce qu'on faisait, c'est qu'on subdivisait l'intervalle 1, 2, par exemple, là on pourrait le subdiviser en sous-intervalle de longueur 0,2, et on approximait la fonction par des fonctions constantes sur chaque sous-intervalle, et après du coup ça nous faisait un nombre fini de rectangles, et on n'avait plus qu'à calculer la somme des aires sous la courbe, la somme des aires de ces rectangles. Mais alors, si je suis sur un intervalle non borné, je ne peux plus faire ça, parce que du coup, je ne peux pas subdiviser tout l'intervalle 1 plus l'infini. Je ne peux pas subdiviser tout l'intervalle 1 plus l'infini en sous-intervalles, parce que si je fais ça, il va m'en falloir une infinité. Ou alors, il y a un de ces sous-intervalles qui va être de longueur infinie, donc soit j'ai une infinité d'intervalles, soit j'ai un nombre fini d'intervalles, mais dans ce cas-là, il y en a un qui va jusqu'à plus l'infini. Et dans ce cas-là, la longueur de ce sous-intervalle, c'est plus l'infini.
Donc quand je fais mes aires de rectangle, eh ben, je suis bien embêté. Alors comment on va aborder ça? Comme on disait, cette fonction, du moment qu'on se contente de la regarder sur un sous-intervalle borné, genre entre 1 et 1,5 ici, hop là, si j'y arrive, on peut calculer l'aire sous sa courbe sans problème, puisqu'elle est continue sur ce sous-intervalle. Donc ça, on sait faire. Et puis on peut pousser sans problème jusqu'à 2, jusqu'à 2,1, jusqu'à 2,5. Donc l'idée, pour la question des fonctions bornées sur un intervalle non borné, ça va être de les étudier sur des sous-intervalles de plus en plus grands. Donc si ce qui nous intéresse, c'est l'aire sous la courbe entre 1 et plus l'infini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'aire sous la courbe entre 1 et 1,1, 1,2, 1,00, 1,2,00, enfin, bref, entre 1 et A pour tous les A entre 1 et plus l'infini. On va calculer cette aire avec notre ancienne technique, et on va voir si ça converge vers quelque chose. Ici, on peut s'apercevoir que l'aire sous la courbe de f entre 0 et plus l'infini, quand je fais augmenter la borne du haut, là, donc je vais de plus en plus loin. Alors du coup, on voit quasiment rien, mais là, apparemment, je m'arrête vers 10 ou quelque chose comme ça. On voit que cette fonction, elle décroît très vite, et du coup, au bout d'un moment, l'aire sous sa courbe augmente, mais de moins en moins vite. Si vous regardez le nombre ici, ça continue d'augmenter, mais ça augmente quand même vraiment pas très vite. Et pour cause, ce qu'on ajoute, comme vous voyez, ça devient vraiment tout petit. L'aire sous la courbe ici, on la voit à peine. Si on zoome à mort, on va réussir à la voir. Voilà, elle apparaît quand même. Et on n'est jamais qu'à une borne de 10. Et donc, plus on avance, plus ça augmente, mais lentement. Et ça va finir par tendre vers une valeur qui, en final, va être... Alors, pas 0,95, ça c'est juste parce que je me suis arrêté à 20, mais si je vais plus loin... Ça continue d'augmenter au-delà de 0,95, mais ce qui va se passer, c'est que ça va converger vers 1. Alors, écrivons ça proprement et voyons quelques exemples. Donc, la première partie de ce chapitre, ça va être les intégrales sur des intervalles du type a plus l'infini. Donc, intervalles non bornés. Donc, on va généraliser la notion d'intégrale qu'on a étudiée au chapitre 3, c'est pour ça que ça va s'appeler les intégrales généralisées. Aux intervalles non bornés du type, par exemple, a plus l'infini. On verra ensuite que si on fait des intervalles non bornés du type moins l'infini a, en fait, ça se passe exactement de la même façon. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est ce que je viens de montrer un peu sur le graphique. On va vouloir calculer l'intégrale entre a et b de la fonction f qui nous intéresse. Et on va vouloir faire tendre b vers plus l'infini, après avoir calculé l'intégrale entre a et b. Donc a, il est fixé. On va calculer l'intégrale entre a et b, et ensuite on va faire tendre b vers plus l'infini. Alors, pour qu'on ait le droit de faire ça, il faut que l'intégrale entre a et b, ça existe déjà. Donc il faut que pour tout b plus grand que a, la fonction f ait une intégrale entre a et b. On va donner un nom à ces fonctions. On va dire qu'elles sont localement Riemann intégrables. Donc on dira que f est localement Riemann intégrable sur a plus l'infini. Si pour tout b plus grand que a, donc pour tout b dans l'intervalle a plus l'infini, f est Riemann intégrable sur l'intervalle ab.
Et comme c'est un peu long à écrire, localement Riemann intégrable, je vous prierai de m'en excuser, mais je vais abréger ça généralement en loc-RI. Donc dans ce cours, si j'écris ça, je veux dire par là localement Riemann intégrable. Et pour abréger encore plus, on va donner une notation à l'ensemble de toutes les fonctions localement Riemann intégrables. L'ensemble des fonctions localement Riemann intégrables, on va l'appeler Rloc de A plus l'infini. Donc un exemple typique, c'est les fonctions qui sont continues sur un intervalle A plus l'infini. Du coup, si on les restreint à AB, elles sont continues sur AB. Et donc, d'après ce qu'on a vu au chapitre 3, elles sont Riemann intégrables sur AB. Donc un exemple qu'on va croiser souvent de fonctions comme ça, ce sont les fonctions qui sont en fait continues sur l'intervalle. Donc si f est continu sur l'intervalle A plus l'infini, alors f est localement Riemann intégrable sur cet intervalle. À nouveau, pourquoi? Parce que du coup, pour tout b supérieur ou égal à a, f va être continue sur AB, puisqu'elle est continue de toute façon sur tout l'ensemble A plus l'infini, et donc elle va être Riemann intégrable sur AB. Et du coup, à partir de là, si je prends une fonction Riemann intégrable localement sur l'intervalle A plus l'infini, alors, pour tout b plus grand que a, l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça existe. Et du coup, si cette intégrale, donc on peut la calculer avec les techniques qu'on a vues dans le chapitre précédent, si ça a une limite finie, donc une limite dans R, quand b tend vers plus l'infini, on dira que l'intégrale généralisée de f entre a et plus l'infini converge. S'il y a une limite, l'intégrale elle converge. Et c'est le cas, comme je vous l'ai illustré sur le graphique précédemment, où on voit que l'aire sous la courbe, du coup, a une sorte de valeur finie. Et dans ce cas-là, cette limite, donc la limite quand b tend vers l'infini de l'intégrale entre a et b, on va la noter, vous n'allez pas être surpris, l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt. Ok, et du coup, sinon, s'il n'y a pas de limite, ou si la limite c'est plus ou moins l'infini, on dira que l'intégrale généralisée diverge. Donc, pas vraiment de surprise sur le vocabulaire ici. Voyons maintenant quelques exemples. Donc, un premier exemple qu'on va prendre, c'est par exemple la fonction exponentielle moins t sur 0 plus l'infini.
Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que f1 est continu sur 0 plus l'infini. Donc, comme on disait précédemment, elle va être localement Riemann intégrable. Je vais écrire le raisonnement. Donc, elle est continue sur R+. Donc, pour tout b supérieur ou égal à 0, f1 est continu et donc Riemann intégrable sur l'intervalle 0b. Autrement dit, f1 est localement Riemann intégrable sur 0 plus l'infini. Et du coup, on peut calculer pour tout b, pour tout b supérieur ou égal à 0, on peut calculer l'intégrale entre 0 et b de f1 de t dt. Donc l'intégrale entre 0 et b de exponentielle moins t dt. D'après le théorème fondamental de l'analyse, il suffit qu'on trouve une primitive de exponentielle moins t. Donc c'est moins exponentielle moins t entre 0 et b. Ça me fait donc moins exponentielle moins b à moins 1. Donc si je remets dans l'ordre, ça me fait 1 moins exponentielle moins b, si je ne dis pas de bêtises. Et ça tend vers 1 quand b tend vers plus l'infini. Donc ce truc-là, il a une limite finie quand b tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale généralisée converge et elle vaut 1. Bon, je pense que cet exemple, vous le connaissiez déjà, ou vous avez déjà fait des choses très similaires. Regardons maintenant une fonction qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même, à 1 plus exponentielle moins t. Donc à nouveau, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, à nouveau, f2 est continu sur 0 plus l'infini. Donc elle va être localement Riemann intégrable sur cet intervalle par le même raisonnement que ce qu'on a fait précédemment. Et pour tout b plus grand que 0, cette fois, du coup, si on calcule l'intégrale entre 0 et b de f2 de t dt, donc l'intégrale entre 0 et b de 1 plus exponentielle moins t dt, alors une primitive de ça, c'est t moins exponentielle moins t. On obtient b moins exponentielle moins b. Et en 0, on a moins 0 plus 1, donc plus 1. Et cette fois, quand b tend vers plus l'infini, ben ça tend vers 0. Le 1, il bouge pas, mais ça, par contre, ça tend vers plus l'infini. Donc cette intégrale généralisée, elle diverge. Mais comme la limite existe quand même dans R bar,
on peut quand même en quelque sorte noter son intégrale généralisée et dire que du coup ça fait plus l'infini. Donc c'est un peu un abus de langage parce que du coup techniquement elle n'existe pas dans R, mais il y a quand même une limite dans R bar. Donc, dans ce cas-là, on note intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt égale plus l'infini. Et enfin, un troisième exemple. f3 de t, je vais prendre cosinus t. Toujours sur 0 plus l'infini. Cette fonction-là aussi, elle est continue, donc localement Riemann intégrale sur 0 plus l'infini. Et si je prends un b supérieur ou égal à 0, je peux donc calculer l'intégrale entre 0 et b de f3 de t. Donc l'intégrale entre 0 et b de cosinus t. Alors une primitive de cosinus, c'est sinus. Donc ça me fait sinus b moins sinus 0, et sinus 0, ça fait 0. Et là, c'est même pas que ça tend vers plus l'infini, c'est qu'il n'y a pas de limite quand b tend vers plus l'infini. La fonction sinus, elle n'a pas de limite en plus l'infini, donc l'intégrale généralisée diverge. Et cette fois, je ne peux pas écrire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cosinus égale quoi, en fait? Il n'y a pas vraiment de valeur cette fois, il n'y a pas plus l'infini, par exemple. Donc celle-là, elle diverge, mais pas pareil que celle qui est juste au-dessus. Elle diverge non pas parce que la limite est infinie, mais parce qu'il n'y a pas de limite du tout. Il n'y a pas de valeur raisonnable qu'on peut donner à cette intégrale, même pas dans R bar. Donc ça, c'est trois exemples qui nous montrent un peu le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. Soit ça marche bien, et dans ce cas-là, il y a une limite, et dans ce cas-là, l'air sous la courbe, c'est 1. C'est un peu le cas qu'on a vu sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, ça peut tendre vers plus l'infini, parce que l'air sous la courbe est tout simplement infini. On peut voir à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, si je mets la fonction, du coup, 1 plus exponentielle moins x. Ah, il va falloir que je dézoome, parce que j'avais zoomé à mort pour voir la fonction 1 sur x au carré. Ben, ce qu'on voit, effectivement, c'est que cette fonction, bon, elle est pas très méchante, hein, elle est plutôt bornée. Mais l'air sous sa courbe, sur chaque sous-intervalle, elle n'est pas très méchante. Donc si je me restreins à un sous-intervalle, on voit que ça va donner quelque chose de tout à fait borné, de tout à fait calculable, d'ailleurs c'est ce qu'on a obtenu. Mais si je fais toute l'aire sous la courbe jusqu'à l'infini, on voit effectivement que ça n'a pas une tête à donner une valeur finie. Et c'est effectivement ce qu'on a obtenu. Et maintenant, si on fait ça avec cosinus x, il faut que je fasse démarrer en 0. Et il faut que je rajoute les aires négatives. Donc là, on pourrait avoir l'impression qu'en fait, il y a... Excusez-moi. Il y a des aires positives et des aires négatives. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand je calcule l'intégrale entre 0 et t ici et que je fais avancer t?
Alors, ce qui va se passer, c'est que l'air sous la courbe, sa valeur, que vous voyez ici, elle va osciller sans cesse entre 0 et 1, sans jamais se stabiliser. On pourrait pourtant avoir l'impression, en la regardant, qu'il y a en quelque sorte l'air bleu ici qui va ensuite, quand j'avance, être compensé par l'air en rouge ici. Ensuite, on a une nouvelle aire bleue qui va être compensée par l'air en rouge et que tac, 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 comme une sorte de somme télescopique, ça va faire 0 et il va juste rester cette valeur-là. Ça pourrait être une façon raisonnable de comprendre la question, mais dans ce cas-là, on pourrait aussi se dire, il y a d'abord l'air rouge, là, qui fait une petite demi-colline, qui va être compensée par la moitié de l'air bleu ici, et la moitié de l'air bleu ici va être compensée par la moitié de l'air rouge ici, et en fait, du coup, tout va se compenser, même celui-là. Donc, en fait, ça va faire 0. Et les deux façons de voir les choses n'ont pas l'air si déconnantes que ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de vraie valeur pour cette intégrale, parce qu'il y a plusieurs façons... On a l'impression qu'il y a des compensations, mais il y a plusieurs façons de compenser, et ça va jusqu'à l'infini. Et du coup, il n'y a pas une seule valeur qui serait raisonnable. Et donc, du coup, on ne peut pas parler d'une valeur pour l'intégrale généralisée de cosinus entre 0 et plus l'infini. Donc ça, c'était 3 exemples pour se faire une idée. Maintenant, on va voir un exemple important. Ça va être les fonctions, un peu comme on avait vu avec les séries, les fonctions du type 1 sur x puissance alpha avec un alpha, un réel. Donc, je vais encadrer ça en bleu clair, tellement c'est important. Ça va être important parce que souvent, comme pour les séries, on va comparer d'autres fonctions avec celle-ci. Donc soit alpha, un réel. Considérons la fonction f alpha. Alors celle-là, elle n'est pas définie en 0, donc on va la regarder sur l'intervalle 1 plus l'infini, histoire d'avoir un peu de marge. Alors, cette fonction, elle est continue, donc localement Riemann intégrable sur 1 plus l'infini. Et du coup, je peux calculer, pour tout b supérieur ou égal à 1, l'intégrale entre 1 et b de f alpha de t dt. Donc l'intégrale entre 1 et b de 1 sur t puissance alpha. Alors, c'est quoi une primitive de 1 sur t puissance alpha? Il y aura, ça dépend en fait si alpha est égal à 1 ou si alpha est différent de 1. Si alpha est différent de 1, on va avoir t à la puissance 1 moins alpha. Donc celui-là, c'est t puissance moins alpha. Donc une primitive, c'est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Autrement dit, t puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, entre t égale 1 et t égale b. Et par contre, si alpha égale 1, évidemment, ça va pas marcher. Cette fois, la primitive de 1 sur t, ça va être ln de t. Donc ici, je vais avoir le 1 moins alpha au dénominateur. Quand t égale b, ça va me faire b à la puissance 1 moins alpha. Et quand t égale 1, ça va me faire tout simplement 1. Et ici, je vais avoir ln de b moins ln de 1. Et ln de 1, ça fait 0. Ça, c'est si alpha est différent de 1. Ça, c'est si alpha égale 1. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais tendre b vers plus l'infini? Alors, si alpha égale 1, ln de b, quand b tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Ça, c'est le cas facile. Alors maintenant, celui-là. Ici, le b, il est là, il est dans le b puissance 1 moins alpha. Alors, qu'est-ce que ça fait b puissance 1 moins alpha quand b tend vers plus l'infini? Alors, ça dépend. Si alpha est plus grand que 1, b à la puissance 1 moins alpha, en fait, c'est b à une puissance négative. Ça va tendre vers 0. Donc, si alpha est plus grand que 1,
b à la puissance 1 moins alpha va tendre vers 0, parce que du coup c'est b avec une puissance négative, et ça va tendre vers moins 1 sur 1 moins alpha. Et alpha est plus grand que 1, donc 1 moins alpha c'est négatif, donc c'est plus joli de mettre ça sous la forme 1 moins alpha plus 1. 1 sur alpha moins 1, si alpha est plus grand que 1. Et si alpha est plus petit que 1, par contre, ici c'est b à la puissance un truc positif. Par exemple, si alpha égale 1,5, on obtient b à la puissance 1,5, qui fait racine de b. Et ça, quand b tend vers plus l'infini, bah, ça tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale généralisée de 1 sur t puissance alpha entre 1 et plus l'infini, elle converge si et seulement si alpha est plus grand que 1. Et la valeur ne nous intéresse pas tant que ça, mais on a quand même trouvé, donc mettons-le. La valeur de l'intégrale, c'est 1 sur alpha moins 1. Et dans les autres cas, cette intégrale donne plus l'infini. Et ça, c'est le résultat à retenir. Je vais l'encadrer en bleu, du coup. Cette intégrale-là converge si et seulement si alpha est plus grand que 1. Ce qui pourrait nous rappeler un truc qu'on a déjà vu, ça pourrait nous rappeler les séries notamment. On avait obtenu un résultat très similaire avec les séries de termes général 1 sur n puissance alpha. Et c'est pas déconnant parce que comment est-ce qu'on avait fait pour étudier les séries 1 sur n à la puissance alpha? Bah justement, on avait comparé avec une intégrale. Donc finalement, c'est pas déconnant qu'on retrouve ce résultat similaire. Donc ça, c'est un exemple important à retenir. Pourquoi ça? Parce que souvent, on ne saura pas calculer l'intégrale entre 0 et b, par exemple, ou entre 1 et b, de f de t dt. On voudra étudier l'intégrale généralisée, mais si on ne connaît pas de primitive de la fonction, on ne peut pas faire le calcul. Et ça aussi, c'est similaire aux séries. Dans les séries, on avait vu que souvent, on ne peut pas calculer les sommes partielles. Si c'est une somme télescopique ou une somme géométrique, on peut s'en sortir, mais souvent, les sommes partielles, on ne peut pas les calculer, et donc on ne peut pas juste faire la limite quand n tend vers plus l'infini. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez, qu'on avait introduit des critères de convergence. Et c'est un peu ça qu'on va faire dans la suite de ce chapitre. Je vous retrouve pour ça un peu plus tard, et je vous remercie de votre attention jusqu'ici.